Nous allons parler du sujet du vieillissement en santé aujourd'hui et demain avec notre invité qui connaît bien le sujet, qui est Bertrand Fougère, qui est professeur de gériatrie à la faculté de médecine de Tours et chef du pôle vieillissement au CHU de Tours également. Bonjour Bertrand. Bonjour Frédéric. Peut-être te présenter ton parcours si tu souhaites, puis après on va parler directement du sujet, du vieillissement en santé. Ouais, alors moi je suis donc Bertrand Fougère, je viens de Cognac en Charente. Puis j'ai fait mes études de médecine à Poitiers. Je suis parti 4 ans au CHU de Lille, puis 4 ans au CHU de Toulouse, avant de faire 2 années aux États-Unis à l'université de Saint-Louis dans le Missouri. Et je suis arrivé à Tours il y a 5 ans sur un poste de professeur des universités à la faculté de médecine et au CHU de Tours. Tu peux expliquer ce que ton quotidien, en fait, ce sur quoi tu travailles, tes recherches ou du travail? Alors, mon quotidien, le quotidien d'un universitaire en gériatrie, c'est trois missions. C'est à la fois la recherche, l'enseignement et les soins. Donc, sur la thématique du vieillissement et de la personne âgée. Les soins, je suis responsable du pôle vieillissement du CHU de Tours qui englobe l'ensemble des unités gériatriques, donc un court séjour gériatrique, un SSR gériatrique, des unités de long séjour, de l'activité ambulatoire, etc. Des activités d'enseignement à la fois pour les étudiants en médecine et tous les étudiants paramédicaux. Et puis l'activité de recherche, où moi j'ai une thématique qui est orientée sur le vieillissement en santé, justement. Donc comment, en fait, on peut à la fois repérer précocement les personnes qui sont à risque de perte d'autonomie, et puis surtout, une fois qu'on les a repérées, comment on va les évaluer et comment on peut intervenir pour ralentir, voire amender cette perte d'autonomie. Donc à la fois sur des paramètres cliniques, mais aussi on travaille bien sûr sur des paramètres biologiques pour essayer de repérer cette typologie de personnes. Vieillissement en santé, cette phrase, en fait, pour moi, elle me paraît bizarre. En fait, on entend quoi par vieillissement en santé? Alors, en fait, en soi, on veut tous vieillir, quoi qu'il arrive, même si les femmes achètent des crèmes anti-âge ou qu'on essaie de promouvoir la jeunesse en permanence. En fait, en soi, on a tous envie de vieillir. Parce que d'ailleurs, c'est ce qu'on se dit souvent, c'est que si on vieillit pas, c'est que ça s'est quand même mal passé avant. Donc, on a tous envie de vieillir. Néanmoins, on a tous envie de vieillir en autonomie, on a tous envie de vieillir en bonne santé. Et ce terme de vieillissement en santé, c'est de se dire, c'est l'OMS qui a décrit cette définition, c'est de se dire pouvoir continuer à faire ce qu'on a envie de faire. Alors c'est dit joliment comme ça, mais en fait c'était dans le concept de se dire que on n'a pas tous les mêmes envies dans notre vieillissement et dans notre vieillissement en santé. Peut-être que certains vont dire, moi, si je perds de l'autonomie physique du moment que j'ai toute mon autonomie cognitive, c'est comme ça que j'ai envie de vieillir. Et puis d'autres vont dire, ah non, moi, si je peux plus marcher, je préfère perdre mon autonomie cognitive, mais je veux pouvoir continuer à marcher. Et donc l'OMS a décrit le vieillissement en santé en disant, continuons, il faut que la personne continue à faire ce qu'elle a envie de faire. Et donc c'est ça le vieillissement en santé. Est-ce qu'on s'intéresse à ce sujet aujourd'hui plus qu'avant et en quoi est-ce important de s'intéresser à ce sujet? Alors, il faut s'intéresser à ce sujet parce que on voit bien, et juste en vous baladant dans la rue, que on est dans une phase de transition démographique. L'espérance de vie, elle a nettement augmenté dans les 50 dernières années. En fait, on a 85 ans d'espérance de vie chez la femme et on a touché là, récemment là, les 80 ans chez l'homme. Elle a nettement augmenté pour deux choses principales, c'est les antibiotiques et la vaccination. Pourquoi? Parce que avant, en fait, on mourait de maladies infectieuses. Les gens avaient une maladie infectieuse et mouraient d'une maladie infectieuse. Grâce aux antibiotiques et la vaccination, on meurt moins, en tout cas, de maladies infectieuses et ça a fait largement augmenter cette espérance de vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve en fait à avoir une population âgée qui, d'ici 2030, va représenter, alors quand je dis âgé, c'est les plus de 65 ans, vont représenter à peu près un tiers de la population française et à peu près dans les mêmes chiffres dans le monde et dans les pays développés. Et la tranche d'âge qui va le plus augmenter, c'est les plus de 75 ans et qui vont quasiment tripler dans le monde. On va passer de 150 à 450 millions de personnes de plus de 75 ans d'ici 2050. Alors pourquoi, il suffit de se dire, les gens qui vont avoir plus de 80 ans, plus de 85 ans en 2030, c'est les gens de l'après-Seconde Guerre mondiale, du baby boom, et donc c'est ceux qui vont arriver
dans nos services et qui sont aussi dans la population générale. Donc, on ne peut pas se dire qu'on va laisser 30% de la population sur le carreau, et donc il faut réfléchir à une adaptation de notre société, de notre système de santé au vieillissement de la population. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de... On devine, ça veut dire... En fait, d'abord, j'avais une question. Les antibiotiques, c'est plutôt le curatif, et la vaccination, c'est plutôt la prévention. Oui, complètement. En fait, Euh, le vieillissement en santé, c'est quoi pour les prochaines années? C'est plus de prévention ou c'est plus de curatif, encore avec de meilleurs médicaments qui vont permettre de vivre plus longtemps? Enfin, je provoque un peu, mais... ouais, ouais, non, mais c'est probablement, il y a probablement un mixte des deux. Si on parle du curatif, on soigne mieux, hein. On soigne mieux tout le monde connaît des gens autour de nous qui ont eu un cancer, puis guéri, puis un deuxième cancer, voire un troisième cancer guéri, des pathologies sur lesquelles maintenant on arrive à vivre. Maintenant, on pense même certaines maladies infectieuses, hein, des gens qui sont atteints de la maladie du sida, en fait, maintenant vivent avec leur maladie grâce à l'ensemble des thérapeutiques. Et donc, on a d'ailleurs, on arrive de plus en plus à avoir maintenant des personnes âgées avec le VIH, ce qu'on n'avait pas du tout, ça n'existait pas, le VIH du patient âgé. Donc, le curatif va jouer forcément son rôle dans l'allongement de l'espérance de vie. Et bien sûr, le préventif. Alors ça, c'est un message, hein. Vaut mieux prévenir que guérir, hein. C'est le message bien connu. Et c'est sûr que en faisant de la vaccination, on protège le fait d'apparaître la maladie et de devoir la traiter. Donc ça, c'est toujours mieux de pouvoir faire de la vaccination. Néanmoins, tout ça, ça fait un modèle qui est de soins qui crée des pathologies chroniques et des gens qui vivent de plus longtemps avec leurs pathologies chroniques, d'où l'adaptation aussi de notre système de santé au fait on crée des gens potentiellement en perte d'autonomie ou en tout cas avec une autonomie qui est un peu plus diminuée parce qu'ils vivent longtemps avec leur insuffisance cardiaque, longtemps avec leur insuffisance rénale, des fois longtemps avec leur cancer, notamment on pense au cancer de la prostate où des fois des gens peuvent vivre pendant des années avec leur cancer de la prostate, etc. Et donc tout ça, on doit s'adapter. Et s'adapter, c'est à la fois en termes de formation des soignants, à la fois en termes de économique, la tarification des actes et notamment des actes de prévention, et puis aussi une adaptation de la population à ces démarches de prévention pour éviter d'entrer dans ces pathologies. Ça veut dire changer les mentalités niveau prévention, parce que j'imagine qu'il y a une partie qui ne veut pas en entendre parler. Alors, il On y a une verra plus partie, il y a tard, une partie. ou plutôt, on verra plus tard, le déni, on verra plus tard. Ouais, mais c'est vrai. Enfin, en fait, on a été élevé, éduqué pour aller voir son médecin, voir un soignant parce que vous avez une plainte. Vous avez mal à la tête, vous avez mal au ventre, vous avez le nez qui coule, vous avez de la fièvre. Vous venez chez votre médecin parce que vous avez une plainte et vous voulez savoir ce que vous avez, un diagnostic, et ensuite qu'ils mettent en place une thérapeutique. On n'est pas habitué à venir chez son médecin en disant, je vais bien, mais je voudrais être sûr de voir comment je vais pouvoir continuer à aller bien. Alors, pour plein de raisons, on n'y va pas. Un, parce que voilà, c'est pas éducationnel dans notre démarche d'aller voir le médecin pour autre chose qu'une plainte. Le médecin a déjà pas le temps de traiter les malades parce qu'en fait, il y a quand même de plus en plus de malades. Donc, rentrer dans une démarche de prévention, il fait déjà que du curatif, donc il a déjà pas le temps de faire du préventif. Et puis après, il y a quelque chose qui est quand même très très important. Quand vous allez chez votre médecin avec votre nez qui coule, vous voulez qu'il vous dise que vous avez juste un rhume et puis qu'il vous donne vos médicaments pour juste votre rhume. Si vous allez sans rien et que moi je vous fais des tests et que je vous découvre une maladie, vous rentrez sans plainte et vous ressortez avec une maladie. Et ben intellectuellement, ben justement, on n'est pas tous prêts à se dire que en fait on veut se faire diagnostiquer alors qu'on n'a pas de plainte. Ça me fait penser à un ami qui me dit plus on cherche, plus on va trouver quelque chose. Mais c'est exactement ça. C'est sûr que si on cherche, potentiellement, on va trouver quelque chose. Mais l'idée, c'est de le trouver le plus précocement possible pour pouvoir intervenir le plus précocement possible et potentiellement que ça soit réversible. Parce que le nombre de fois où on arrive justement trop tard dans le diagnostic parce qu'apparaît justement cette plainte et qu'on n'arrive plus à ce que ça soit réversible, c'est là où on se retrouve en difficulté. Alors que faire de la prévention en faisant pour ensuite potentiellement faire des diagnostics précoces et intervenir précocement, c'est comme ça qu'on y arrive. Mais en fait, le domaine de l'oncologie, la cancérologie, le fait très bien depuis des années, des années, des années.
Nous, en fait, j'aime à dire que la gériatrie, c'est l'oncologie d'il y a 20 ans. Et l'oncologie, maintenant, vous recevez le bon pour le dépistage du cancer du sein à 50 ans ou le dépistage du cancer colorectal, et c'est des dépistages de masse. On a même chez les femmes avec plusieurs générations de cancer du sein, on fait des recherches génétiques chez les filles pour voir si elles n'ont pas le gène qui pourrait être altéré. On fait même des fois des mammectomies préventives du cancer du sein. Et, toute cette démarche de prévention, elle existe très bien en oncologie. Et en fait, l'idée, c'est de la transposer sur notre vieillissement en santé. D'après toi, les principaux axes de la prévention, je parle au niveau individuel. Alors, effectivement, il y a le système de prévention, mais au niveau individuel, c'est quoi? C'est le lien social, c'est le sport, c'est l'alimentation, c'est quoi? C'est le stress? Alors en fait, il y a plusieurs. En fait, très schématiquement, on dit que avant 55 ans, on fait de la promotion de la santé. C'est-à-dire que c'est l'hygiène de vie, aller au sport, etc., etc. Entre 55 et 75 ans, c'est là qu'on doit faire de la prévention primaire et repérer les fragilités des gens pour pouvoir les faire rentrer dans un parcours de soins le plus précocement possible. Et après 75 ans, on fait de la prévention qui est un peu plus secondaire sur le suivi des pathologies chroniques et le fait que ces pathologies ne décompensent pas et entraînent, pour le coup, le décès. Il y a, on dit en gros il y a 5 règles pour le vieillissement en santé. Je suis bien dans ma tête, donc je fais de l'entraînement cognitif. Je travaille, quand vous faites en activité professionnelle, bien dans ma tête. Je suis bien dans mon corps, activité physique. Et l'activité physique, elle doit être à la fois en endurance, vous devez faire marcher votre cœur, et à la fois en résistance, vous devez faire forcer un peu vos muscles pour garder du muscle. Je veux bien manger. Et ça, c'est la nutrition. Et voilà, on dit souvent un régime un peu méditerranéen à base d'huile d'olive, de légumes, etc., etc. Ensuite, bien entendre et bien voir. Les organes des sens, ça fait partie des organes qui vieillissent le plus vite. Et sauf que si vous entendez mal, si vous voyez mal, vous vous coupez de la vie, vous vous coupez de la vie sociale. Et à ce moment-là, ça altère votre vieillissement. Il y a même des études qui ont montré que des troubles auditifs précoces, donc quand je dis précoce, c'est autour de l'âge de 60 ans, non appareillés, c'est prédictif de troubles cognitifs. Donc vraiment se faire appareiller ces troubles auditifs. Et le cinquième, c'est bien dans ma tête, le moral, c'est bien avec les autres. Et là, c'est tout l'environnement social. Et avec ces 5 règles du bien vieillir ou du vieillir en santé, on peut justement espérer justement avoir ce vieillissement en santé. Qu'est-ce qu'il faut faire en France comme plan, comme d'action, pour que cette vision de la prévention soit très répandue, soit le maximum répandue? Parce qu'en fait, bon, il y en a qui seront toujours réfractaires. Moi, je vois dans les études hein, que l'on mène, même dans les produits de la économie, bon, on verra plus tard, j'en ai pas besoin, c'est pour les faibles, c'est trop tard, c'est trop tôt. Enfin bref, il y a toutes les raisons. Puis il y a une petite partie, peut-être, moi, je pense à peu près moins d'1% qui sont dans la prévention. Quels seraient les principaux axes pour que cette prévention soit efficiente, en tant que société, j'entends. Alors, à chaque fois, faut convaincre aussi nos politiques hein, de s'investir dans cette démarche de prévention. Juste en termes de chiffres, parce qu'on dit toujours, faut toujours parler un peu de gros sous, hein, mais on sait que la dépendance en France, ça coûte à peu près 30 milliards d'euros par an. Et si on faisait de la prévention de la dépendance, on pourrait faire une économie de 10 milliards sur ces 30 milliards. Donc déjà, il y a quand même un impact aussi médico-économique. Moi, je pense que pour être dans une démarche de prévention, il faut s'y investir tout au long de sa vie et ce, dès le plus jeune âge. L'exemple que je donne souvent, c'est la vaccination. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais qui est de la démarche de prévention, on va dire la plus simple, en tout cas la plus compréhensible. La couverture vaccinale des enfants jusqu'à l'âge de 15 ans, elle est autour de 96%. 96% des enfants à 15 ans ont une couverture vaccinale complète. Vous avez dans les carnets de santé le schéma vaccinal, vous emmenez vos enfants faire la vaccination, etc. Et donc la couverture vaccinale est très bonne. Les vaccins dont vous avez besoin après, ils arrivent principalement après l'âge de 65 ans. Après l'âge de 65 ans, vous recevez le bon pour la grippe. Si vous êtes insuffisant cardiaque ou vous avez une pathologie chronique, vous avez la vaccination pour le pneumocoque. Vous avez la vaccination maintenant pour le zona. Vous avez la vaccination coqueluche, où il faut faire un rappel quand vous êtes dans une situation de cocooning, donc
quand vous devenez grands-parents, ce qui est à peu près un âge qui est possible. Et donc, toute une série, puis je vous rappelle, entre le diphtérie, tétanos, polio, etc. Donc, vous avez un pan de vaccination qui arrive après l'âge de 65 ans. Sauf qu'entre 15 ans et 65 ans, personne vous a parlé de vaccin. Personne. Vous C'est allez vrai. signer, vous allez parce que vous allez signer votre certificat de sport chez votre médecin, parce que, etc., etc. Mais quand on interroge autour de nous quelqu'un qui a 45 ans, est-ce que tu es à jour de tes vaccins? Il dit. Et les gens, ils sont pas anti-vax. Ils savent même pas où ils en sont de leur vaccin, qui est la première démarche de prévention. Je réfléchis Et parce que donc, c'est mon cas. conclusion, mais conclusion, quand arrive l'âge de 65 ans, quand pendant 50 ans, personne ne vous a parlé de vaccin, vous n'êtes pas cranté pour aller dans une démarche de prévention. Et ce qui se passe, et nous, on l'avait mené cette étude, par exemple, en Indre-et-Loire, on avait regardé le pourcentage à 65 ans de gens qui ont une couverture vaccinale complète. Donc, tous les vaccins dont je viens de parler. 13%. 13% des gens avaient une couverture vaccinale complète. Et il n'y avait pas 87% des gens qui sont anti-vax. C'est juste des gens qui avaient aucune idée qu'il fallait qu'ils fassent le vaccin pour le zona, qu'il fallait qu'ils fassent le vaccin pour la coqueluche, qu'on fait le vaccin pour le pneumocoque. En France, les gens qui ont une indication à la vaccination pneumocoque et qui sont vaccinés pour le pneumocoque, maladie qui tue par les infections, les pneumopathies à pneumocoque, hein. C'est 4% de la population. 4%. Alors que je l'ai dit en propos introductif, qu'est-ce qui fait augmenter l'espérance de vie? La vaccination. Et ça, c'est ces démarches de prévention. Donc, pour avoir une démarche de prévention efficace, il faut qu'elle soit intégrée dans notre parcours de vie tout au long de notre vie, justement, dès l'enfance, dès l'école, et ensuite tout au long de notre vie avec, ben oui, c'est sûr, moi je le dis, hein, je suis médecin gériatre, je prends en charge des patients qui sont âgés entre 60 ans et puis 95 ans, 100 ans, etc. Si vous buvez une bouteille de whisky tous les jours à 30 ans et que vous mangez McDo matin, midi et soir, j'aurais du mal à ce que vous soyez un vieux en bonne santé. Votre santé, c'est aussi personnel. Vous devez prendre en charge votre propre santé et faire ces actes de prévention pour vieillir en santé. C'est-à-dire qu'en fait, j'en reviens au vaccin, parce que là, ça m'intrigue, là, parce qu'effectivement, je suis pile dans le schéma de celui qui ne sait pas où il en est, qui d'ailleurs n'aime plus le vaccin, qui n'aime plus le carnet, enfin bref, c'est la totale. Euh, la Sécu nous envoie des rappels, enfin, est-ce que, la question derrière, c'est est-ce qu'on doit se prendre en charge ou est-ce qu'on doit attendre de recevoir les courriers pour se faire vacciner, toi, pour les actions de prévention? C'est la détection du cancer colorectal, bon, on reçoit l'enveloppe bleue et c'est parti. Hum, D'ailleurs, je ne hum. sais même pas si d'ailleurs, on reçoit un courrier. Est-ce que ça vient automatiquement ou est-ce qu'on doit se prendre en charge plus que l'alimentation, le sport, etc. Ben, là, je Ah, prends ça sur la santé. Est-ce qu'on doit faire des dépistages moi, j'ai 55 ans. Est-ce qu'à un moment d'âge, je dois faire un dépistage généralisé sur le cancer? Est-ce qu'il y a cette démarche qu'on va devoir faire? Alors, si on prend le sujet de la vaccination, le seul bon qui est reçu, c'est le bon de vaccination grippe. Soit parce il y a une recommandation sur l'âge, donc à partir de 65 ans, vous recevez un bon grippe, ou parce que vous avez une pathologie chronique, type un diabète, une insuffisance cardiaque, avant l'âge de 65 ans, et vous recevez tous les ans un bon de vaccination pour la grippe. Parce Les qu'on autres a vaccins, détecté une difficulté. et ce qui fait qu'on a une couverture. Alors, on a une couverture vaccinale pour la grippe, donc des gens qui reçoivent tout le bon, hein, autour de 55% à peu près. Des gens qui sont vaccinés pour la grippe. Ce qui est quand même pas l'objectif de l'OMS. L'objectif de l'OMS, on dit qu'on a une couverture vaccinale de la population quand on a dépassé les 75%. Donc, on n'y est pas, mais on est déjà à 50%. Ce qui est vachement différent des 4% du pneumocoque de tout à l'heure. Et le pneumocoque, vous recevez pas de bon. C'est-à-dire que c'est censé être votre médecin, votre cardiologue, etc., enfin, qui vous dit, vous avez une indication à la vaccination pneumocoque, il faudrait la faire, quoi. Donc, il y a probablement une démarche collective à l'échelle du ministère de la Santé et de toutes nos instances X ou Y pour cranter cette démarche de prévention en faisant plus la promotion. C'est-à-dire en essayant de justement travailler sur ces bons de vaccination, travailler sur les campagnes de communication sur la prévention, sur la vaccination, etc., etc. Mais il y a aussi une démarche complètement individuelle, ça c'est sûr. Il faut absolument qu'on se prenne en main sur notre santé, beaucoup plus que ce qu'on était dans les générations précédentes, où on était, j'allais dire, justement un peu plus attentiste
On attendait du médecin qu'il nous dise tout, et puis on faisait ce que le médecin nous dit. D'ailleurs, très intellectuellement, le médecin, il vous fait une ordonnance. Il vous ordonne de prendre Ah oui, pas mal ça. des médicaments. Il vous donne une ordonnance. Mais en fait, c'est plus possible dans notre système de santé actuel. Il faut vraiment qu'on soit le plus possible acteur de notre santé pour engager les choses. Et d'ailleurs, dans les démarches de prévention, et on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, il y a un programme à l'échelle mondiale, un programme de l'OMS qui s'appelle le programme ICOP. Et les gens, l'objectif de ce programme, c'est qu'ils s'auto-évaluent tout seuls avec leur smartphone. C'est tout sur les 5 capacités dont j'ai parlé tout à l'heure. Ils s'auto-évaluent, donc test de repérage, et l'ensemble de ces résultats du test, ça part chez leur médecin traitant qui ensuite prend une décision sur est-ce que je dois continuer une évaluation plus approfondie, est-ce qu'il y a un problème ou pas de problème. Mais la démarche initiale, la démarche d'auto-évaluation, elle est propre à la personne elle-même au départ. Si je veux pas te braquer avec ta profession, mais ma question qui me vient, c'est est-ce que les professionnels médicaux, les médecins, en fait, sont formés au vieillissement en santé, sont formés je veux dire, sur les maladies des vieux, entre guillemets? Parce que moi, j'ai Alors, l'impression que quand je pense, pas forcément aux médecins, mais avec d'autres médecins, j'ai l'impression que des fois, ils sont un peu, entre guillemets, largués, quoi. alors oui et non. Je vais dire oui dans un premier temps, dans le sens où, quand je parlais de l'insuffisance cardiaque tout à l'heure, 80% des gens qui ont une insuffisance cardiaque, ils ont plus de 65 ans. Donc ça veut dire que en fait, il y a des maladies, la fibrillation atriale, les troubles du rythme cardiaque, par exemple, pareil, l'insuffisance rénale, tout ça, c'est des maladies de la personne âgée. Donc en fait, on est formé à prendre en charge ces pathologies qui sont des pathologies du sujet âgé. Donc oui, dans un premier temps. Non, dans un second temps. Le non, il est que la gériatrie, moi, la raison pour laquelle j'ai fait gériatrie, par exemple, c'est parce que c'est transversal. C'est-à-dire que votre patient qui a une insuffisance cardiaque, il a aussi son insuffisance rénale, mais il a aussi sa chambre à l'étage. Et en fait, il a de plus en plus de mal à marcher, il pourra plus rentrer chez lui. Et il a aussi potentiellement des troubles cognitifs, donc il n'arrive plus à prendre ses médicaments correctement. Et puis des enfants qui sont à 300 kilomètres de chez lui. Et la gériatrie, la prise en charge d'une personne âgée, c'est médico, psycho, social. C'est-à-dire que c'est cette prise en charge complètement transversale. Et ça, par contre, c'est très mal enseigné dans nos facultés de médecine ou pour les soignants en général. Les enseignements propres de la gériatrie, par exemple pour le module vieillissement de médecine, hein, il a une vingtaine d'années. C'est-à-dire que les médecins qui ont terminé leurs études il y a 20, 30 ans n'avaient pas de module vieillissement pour leur apprendre justement ce côté transversal du tout. Donc ça, c'est le première chose. La deuxième chose sur la partie prévention, alors là, c'est encore pire. Pour le coup, on n'a pas du tout d'acte de prévention. Ce qu'on nous apprend dans nos études de médecine, c'est tel signe plus tel signe égale tel diagnostic égale tel traitement. Mais les démarches de prévention pour éviter qu'il y ait telle pathologie, là, on n'y est pas du tout. Et on n'y est pas du tout pour plusieurs raisons, hein. La première raison, c'est que justement, on n'y est pas encore en termes éducationnels dans cette démarche de prévention. La deuxième, elle est un peu économique. On est sur un système de santé date d'après 1945, d'après la Seconde Guerre mondiale, où en fait les actes médicaux codés, ceux qui rapportent, quand moi je code une activité à l'hôpital, je code une pathologie. Et donc plus les gens vont être malades, plus ça va rapporter d'argent à l'hôpital et à mon service. Et c'est la même chose en EHPAD. C'est-à-dire que plus vous avez des gens qui sont malades dans un EHPAD, plus vous allez rapporter d'argent. Ce qui est complètement vicieux. Parce que par exemple, si je repense à mon modèle de l'EHPAD, si les acteurs de soins font des actions de prévention pour prévenir les chutes, pour prévenir la dénutrition, pour prévenir les troubles du comportement, etc., et que l'année d'après, conclusion, ils ont un poids malade, entre guillemets, qui est plus bas, donc ils ont fait des actions de prévention, ils ont un poids malade plus bas, ils auront moins de financement. C'est le serpent qui se mord la queue. Et après, le dernier point sur ces actions de prévention, quand on en parle avec nos collègues de médecine de ville, médecine générale, moi, ils me le disent régulièrement parce que je comprenais pas pourquoi ils s'y investissaient pas encore plus, en fait, dans ces démarches de prévention. Ils me disent, mais Bertrand, en fait, on a déjà plein de malades, de vrais malades, entre guillemets. Et là, tu es en train de me dire que je vais faire
du repérage de gens pas malades pour leur trouver une maladie et donc me créer des nouveaux malades. Oui. Donc ils disent, mais moi je peux pas rentrer dans des démarches de prévention parce que j'y arriverai pas. J'arriverai pas à absorber tous ces malades. Alors, alors, la question qui me vient, c'est comment quelqu'un comme moi, à 55 ans ou 60 ans, ou même, même plus jeune, doit se prendre en charge, enfin, au niveau prévention. Parce qu'en fait, là, avec toi, je découvre l'idée enfin, l'importance des vaccins. Alors, je découvre qu'il faut en faire au-delà de 60 ans. J'ai mes parents qui ont 80 ans. Mes parents sont mis au sport à 50 ans. Enfin, ils ont toujours bien mangé. Ils ont 84 ans sans médicaments. Et mon père, il est encore à la salle de sport. Bon, bref, c'est juste pour. Voilà. Et Très encore, bien. et le grand-père était décédé d'un cancer. Donc, moi, j'ai la croyance que sport, alimentation, on y va jusqu'à cette tranche d'âge-là. Mais là, toi, tu viens de me rajouter les vaccins. Et je pense pas que. J'en ai jamais entendu parler, entre parenthèses. Ça m'effraie un peu. Mais alors, donc, dans ce cas-là aussi. Et enfin, comment est-ce qu'un individu peut être au courant de quelque chose sans faire des études de médecin, d'un truc que le médecin ne lui dit pas? Enfin, comment ça, c'est possible, ça? Ben, ça, c'est tout notre travail, hein. C'est justement le fait de vulgariser et de faire la promotion de l'ensemble de ces actions de prévention. Et surtout, moi, je suis convaincu de ça. C'est de se dire, moi, gériatre, moi, médecin, en tout cas, je dois, à terme, gérer les cas complexes. Mais en fait, la vie de tous les jours, le fait que tu puisses te prendre en charge, etc., il faut pas que tu aies besoin de moi. Parce qu'on n'est pas en nombre pour pouvoir prendre en charge l'ensemble de la population, les 30% de la population là, qui auront plus de 65 ans d'ici 2030. C'est impossible. Et donc, ça veut dire comment je mobilise aussi le reste de la société. Et quand je dis le reste de la société, c'est comment je mobilise aussi des acteurs qui ne sont pas des acteurs du monde de la santé. Me vient en tête ton facteur. Comment ton facteur peut être acteur de prévention et acteur de promotion de la santé. Facteur qui est partout, sur tous les territoires, etc. Comment ta caisse de retraite, qui finance ta retraite, peut être acteur de ta promotion et ta prévention pour un vieillissement en santé. Comment, quand tu vas faire un examen dans un laboratoire de biologie médicale parce que ton médecin traitant t'a prescrit une prise de sang, tu profites de ton passage dans le laboratoire de biologie médicale pour faire un dépistage de tes capacités, notamment cognitives, etc., etc., pendant que tu es en train d'attendre que le biologiste ou l'infirmière veuille bien te faire ta prise de sang. C'est-à-dire la mobilisation de tous les acteurs du monde sociétal dans ces démarches de prévention, à la fois dans la promotion qu'on doit faire un peu partout, mais comme ça a pu être fait, prévention du tabac, hein, prévention de l'alcool, de l'alcoolisme en tout cas, etc., etc. On doit faire aussi ces démarches de prévention pour le vieillissement en santé, pour qu'en fait ça devienne pas une fatalité. C'est-à-dire que de se dire, mais non, mais en fait, si j'attrape une canne à 80 ans, bah non, c'est pas normal. Parce que si c'était normal, tous les gens à 80 ans auraient une canne. Si j'attrape une canne à 80 ans et que je le vois vite au moment où j'attrape la canne, et ça, on a des programmes et des études qui ont montré ça, 6 semaines d'activité physique à raison de 2 fois par semaine d'activité physique, les gens, ils lâchent leur canne. Ils remarchent sans canne. Maintenant, la petite dame, elle commence à marcher avec sa canne, elle marchera de moins en moins vite avec sa canne, puis elle attrapera un déambulateur, puis après le déambulateur, elle se mettra au fauteuil, et là, elle rentrera dans la dépendance, et après, on la rattrape plus. Quand on rentre dans la dépendance, on n'arrive plus à être réversible. Quand on est fragile, on peut revenir vers un état de robuste, potentiellement, en ayant des programmes adaptés. Cette vision de différents acteurs qui vont nous aider à bien vieillir, etc., elle n'est pas encore appliquée. Ça va prendre des années. C'est toute la difficulté de la distinction entre un temps de santé ou un temps de prévention qui peut prendre, voilà, ces démarches de prévention, on part sur 15, 20 ans, hein, Ah oui. et un temps de décision politique, qui est un temps de mandat électoral. Et donc, c'est arrivé à faire comprendre aussi et là, c'est aussi tout notre challenge là-dedans, c'est que si on fait pas ça, si on n'est pas cette démarche de prévention, on va avoir des gens en perte d'autonomie, des gens dépendants, des gens qui pourront plus rester à leur domicile alors que c'est leur souhait, des institutions qui pourront plus répondre justement à la charge en soins, des urgences qui vont être surchargées, des services de gériatrie qui vont être surchargés. Et tout ça, ça va surtout coûter très cher à la société de prendre en charge tout ce petit monde-là. Et donc, l'investissement
dans les démarches de prévention, l'investissement dans les démarches sociétales, c'est aussi penser à l'avenir pour le souhait des gens, qui est, bah, par exemple, rester autonome à son domicile, et aussi sociétal tout court, parce que bah, l'argent qu'on va mettre, ou qu'on n'arrivera pas peut-être à mettre justement dans la prise en charge de la dépendance, on le mettra pas dans la culture et dans le sport. Bien sûr. On termine avec ICOP. Donc, j'ai déjà fait une vidéo pour ceux qui souhaitent, il y aurait le lien sous la vidéo. Euh, je voudrais voulu ton avis sur ICOP. Euh, Moi, j'ai fait le test, en fait, j'ai 55 ans, j'ai pas encore l'âge de le faire, mais j'ai fait le test. Pour rigoler, j'ai été classé à risque. Voilà, bon, bref. Je me suis dit, bon, est-ce que c'est fiable, est-ce que c'est fiable ce test? Voilà. Donc, on m'a dit, il faut peut-être le refaire. Bon, bref. Euh, T'en penses quoi, en fait? C'est mieux que rien? C'est bien? C'est très bien? J'aurais voulu avoir ton avis là-dessus. Alors, la démarche ICOP, c'est donc Integrated Care Older People, programme de l'OMS, dans le monde entier, hein, c'est implémenté dans le monde entier. Actuellement, il y a 12 territoires pilotes en France qui implémentent le programme ICOP pour justement voir les freins et les leviers à l'implémentation d'un programme comme celui-là. Il sera implémenté sur tous les territoires au niveau national à partir du 1er janvier 2025, donc demain. Et l'idée, c'est de faire rentrer les gens dans un parcours de soins le plus précocement possible en repérant les fonctions essentielles qui pourraient être altérées. Les fonctions essentielles, c'est les cinq que j'ai décrites tout à l'heure. Et donc, l'idée, c'est de se tester très régulièrement. Quand je dis très régulièrement, c'est qu'il y a une fréquence qui a été définie, hein, c'est 6 mois. Donc, tous les 6 mois, vous vous testez, principalement en auto-évaluation avec votre smartphone, avec une application que vous téléchargez. Et ensuite, les résultats, ils partent chez votre médecin traitant. C'est un test de dépistage. C'est le même principe que ce que je disais tout à l'heure sur le dépistage du cancer colorectal, le dépistage du cancer du sein, etc. C'est un test de dépistage. Ensuite, à partir de ce dépistage, si vous avez une altération qui a été repérée sur une des fonctions, là, à ce moment-là, ça part chez votre médecin traitant qui dit, OK, là, il faut continuer l'évaluation parce qu'il y a quelque chose. Et donc là, vous avez une évaluation plus approfondie par un professionnel de santé et ensuite vous fait un plan de soins si vous avez besoin. Je reprends mon exemple de tout à l'heure sur la petite dame qui attrape sa canne. Dans le programme ICOP, il y a une vitesse de marche. Donc, vous faites une vitesse de marche et en fait, votre vitesse de marche est ralentie. Là, à ce moment-là, vous devez avoir une évaluation plus approfondie. Si elle est ralentie parce que vous avez une perte de muscle, etc., etc., votre médecin traitant vous prescrit de faire de l'activité physique pour regagner du muscle et pour éviter et accélérer votre marche. Si maintenant, dans le repérage, vous avez des troubles cognitifs, ça part chez votre médecin traitant. Votre médecin traitant dit, c'est connu, il est déjà suivi par un neurologue ou un gériatre pour ces troubles cognitifs. Ça s'arrête là, puisque vous êtes déjà dans un parcours de soins. Ce programme, il est à la fois faire rentrer les gens le plus précocement dans un parcours de soins, mais aussi très éducationnel. C'est-à-dire que c'est à partir de l'âge de 60 ans, dans nos premiers résultats qu'on a, 99,6,7% des gens à 60 ans ont un test de dépistage normal. Il n'y a rien. Et tant mieux. L'idée, c'est qu'en le faisant comme ça tous les 6 mois, un, ils rentrent dans le parcours de soins, et deux, ben, ils se disent, OK, il faut que je travaille mon activité physique, ma nutrition, ma vue, mon audition, ma thymie, etc., etc. Et qu'en fait, ça reste, on soit dans cette démarche d'éducation et de prévention sur ces cinq fonctions qui sont essentielles pour le vieillissement en santé. Donc, est-ce que c'est suffisant? Non, c'est suffisant parce que si on le fait à partir de 60 ans, on a déjà loupé les 60 premières années de vie en termes de prévention et de promotion de la santé. Mais en tout cas, c'est intéressant de repérer ces fragilités, de repérer ces personnes qui sont à risque de perte d'autonomie pour diminuer le nombre de personnes âgées qui vont devenir dépendantes et potentiellement avoir une action de réversibilité. Donc, intéressant pour pouvoir en tout cas avoir ces démarches de prévention et avoir une éducation à la santé à partir de l'âge de 60 ans. Et donc, Mais un challenge dans l'implémentation. ça sera généralisé à partir de 2025 et tout le monde pourra, enfin, les 60 ans et plus y auront accès. Exactement, en auto-évaluation probablement dans un premier temps, donc purement avec l'application. Parce qu'en fait, il y a aussi une démarche. L'idée, c'est ceux qui arrivent à 60 ans qui vont y avoir accès ou c'est tous les plus Oui, de 60 ans qui vont y avoir tous accès tous les plus de 60 ans. D'accord. Tous les plus de 60 ans. Et il y a une démarche aussi qui est intéressante dans le programme ICOP qu'on essaie de développer, c'est cette démarche qu'on appelle d'aller vers. Alors, c'est un grand mot, hein, c'est le mot qu'on utilise tout le temps maintenant.
et de se dire, en fait, ben, dans les démarches de prévention, dans les démarches de santé en général, en fait, c'est toujours les mêmes qui ont accès à ces démarches de santé et de prévention et qui ont accès à l'activité physique, qui ont accès à une bonne nutrition, etc. Et donc, comment je vais aller chercher Ah oui, ceux qui sont toujours les plus éloignés du soin, ceux qui sont toujours les plus éloignés de démarches de prévention, d'où l'implication aussi de ce que je disais tout à l'heure, par exemple, des facteurs. De se dire comment je vais aller chercher celui qui est isolé chez lui et qui sort pas de chez lui et qui a pas d'infos, quoi. une conclusion ou un point que tu voulais rajouter sur le vieillissement en santé? Le vieillissement santé, ben, je l'ai dit, mais je pense que c'est, s'il y a un message que vous devez retenir de mon intervention, c'est son vieillissement en santé, on le travaille tout au long de sa vie pour pouvoir continuer à faire ce qu'on a envie de faire. Et le deuxième message, c'est vraiment de se dire que vieillir, c'est réussir et que on a tous envie de vieillir et qu'il faut vraiment promouvoir le vieillissement, promouvoir le fait que, bah oui, c'est bien de vieillir. Merci beaucoup Bertrand. Merci. Merci Frédéric.